Thierry Solère, député des Républicains de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes également chargé de l'organisation de la primaire de votre parti et du centre. Ce sera en 2016. Merci donc d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse. Comme chaque semaine, 3 parties et 3 grandes questions. Premièrement, François Hollande est-il à la hauteur des enjeux? Se révèle-t-il comme chef de l'État, comme chef de guerre mondiale également, contre le groupe État islamiste? Actuellement, on le sait, à Washington. Il est toute la semaine, vous le savez, de par le monde pour rencontrer ses homologues des pays siégeant en permanence au Conseil de sécurité de l'ONU. Deuxième question, qui a failli? Puisque vous réclamez un audit sur les services de sécurité et de renseignement du pays. Mais les défaillances et les faiblesses face à la radicalisation ne concernent pas que les services, mais aussi des pans de la société. Eh bien, vous répondrez tout à l'heure à Perrine Tarnaud de Public Sénat. Enfin, troisième question de l'émission, Thierry Solère. Pourquoi votre parti, apparemment, votre parti, les Républicains, semble à la peine, à moins de 2 semaines maintenant du premier tour des élections régionales? Et là, c'est Nadège Puljak de l'AFP qui vous le demandera. François Hollande, donc, se révèle-t-il comme chef de guerre, selon vous? Il annonce une série de mesures sécuritaires, d'ailleurs plébiscitées par l'opinion. Il multiplie les rencontres avec ses plus grands homologues de la planète pour une action efficace contre le groupe État islamique. Le chef de l'État est-il, selon vous, à la hauteur des enjeux? Bon, d'abord, ces attentats ont frappé tout le monde. Et bien sûr, quand il y a quelque chose de si grave qui se passe en France, on se tourne vers les pouvoirs publics. Et le président de la République, au Congrès, a eu les mots justes pour dénoncer ce qui se passait et donner le sentiment de prendre la mesure du problème. Après, donc il est à la hauteur. Alors après, mon rôle à moi est d'être député d'opposition. C'est pas de vous sortir des petites phrases pour vous dire des facilités. Vous voyez, mon objectif à moi, c'est que au-delà des prochaines échéances, les régionales dans 1 mois, enfin dans 15 jours maintenant, les élections présidentielles dans un peu plus longtemps que cela, le gouvernement français, parce que je suis parlementaire, je vote les lois, je contrôle l'action du gouvernement, prenne les bonnes mesures, d'urgence bien sûr, en matière de sécurité publique, et puis également à court terme et à moyen terme, pour que la situation en France s'améliore sur le front de la sécurité publique. Voilà. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Est-ce que vous craignez, puisqu'il y a une question d'actualité qui se pose, que le Sukhoi russe qui a été abattu par la Turquie à la frontière avec la Syrie tout à l'heure remette en question justement l'ambition française d'une vaste coalition contre le groupe État islamique? Bon, alors d'abord sur ce sujet international. Depuis des mois, qu'est-ce que nous réclamons? Je pense notamment à Bruno Le Maire, dont je suis proche. Que vous soutenez. Je soutiens. Même s'il n'est pas encore officiellement candidat pour 2017. Nous verrons tout cela, mais qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons à François Hollande depuis des mois qu'il prenne l'initiative d'une coalition internationale au niveau de l'ONU, des Nations Unies, pour qu'il y ait une intervention unanime au sol en Syrie, parce qu'on ne sortira pas de la situation de l'État islamique sur le territoire syrien et sur le territoire irakien sans une seule coalition internationale. Et donc pour cela, nous disions 2 choses. 1, il ne faut pas faire du départ de Bachar el-Assad un préalable à tout. Et deuxièmement, il faut reprendre langue avec les Russes, parce que les Russes sont une grande nation, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur ces 2 points-là, vous pouvez dire aussi que François Hollande vous a entendu. Depuis des mois, nous demandons cela. Depuis des mois, nous savions, il y avait eu beaucoup d'attentats en France, il y avait eu des attentats du mois de janvier, il y a eu d'autres attentats, certains ont été déjoués, certains, on a pu bénéficier de chance, je pense à l'attentat du Thalys. Le Premier ministre nous a dit à de multiples reprises, ce que nous savions tous, c'est que la France était confrontée à des attaques terroristes. Je ne suis pas très heureux de constater tous ces mois perdus pour que le président de la République change enfin complètement de pied sur un plan diplomatique et fasse maintenant de sa priorité l'élimination de l'État islamique et pas une autre. La diplomatie, c'est de chercher ses intérêts stratégiques. L'intérêt stratégique de la France, me semble-t-il... Il n'aurait pas fallu attendre, selon vous, les attentats du 13 novembre, c'est cela. Mais aujourd'hui... Mais c'est facile de dire aujourd'hui. Oui. Moi, j'entendais encore M. Le Drian, il y a quelques semaines, de nous expliquer que l'intervention au sol n'était réclamée par aucun État, qu'elle n'était pas la solution, et qu'il ne fallait pas retravailler avec les Russes tant que l'affaire ukrainienne n'était pas réglée. Et, les militaires ont toujours dit, les militaires français, qu'il fallait aussi une intervention au sol. La question est de savoir de la part de qui. Alors, ne polémiquons pas et avançons. Aujourd'hui, donc, le président de la République, après cet attentat qui a coûté la vie à 130 de nos compatriotes, change d'avis et veut mobiliser une grande coalition. Je m'en réjouis, je me félicite qu'il soit aujourd'hui aux États-Unis et qu'il rencontre l'ensemble des grands leaders européens et occidentaux, notamment à l'occasion de la COP 21, pour qu'il y ait cette grande coalition. Mais j'ai vu la première résolution des Nations Unies qui s'est réunie la semaine dernière. Elle ne règle pas encore toutes les ambiguïtés.
On voit bien encore. Elle donne un feu vert quand même. Hein. Elle donne un feu vert, mais elle n'est pas sous le bon chapitre en particulier. Et il n'y a pas une large coalition, tous ensemble, pour aller sur le territoire syrien éradiquer l'État islamique. Et vous me parlez, la question que vous me posez, c'est par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui avec les Russes. Voilà. La première question que j'ai envie de poser au président de la République, c'est est-ce que les Russes sont nos alliés? J'ai compris que la marine russe épaulait notre porte-avions Charles de Gaulle dans la zone. Écoutez, aujourd'hui, on a eu une question au Parlement, à l'Assemblée nationale, d'un député, les Républicains, qui interpellait le Premier ministre sur les sanctions à l'endroit de la Russie. On ne peut pas être allié avec la Russie. Vous considérez qu'il faut les lever? Bien sûr. D'accord. On ne peut pas être. Mais là, ma question portait peut-être plus sur la Turquie. Est-ce qu'il faut l'incriminer? Est-ce que la Turquie cherche, en abattant cet avion russe aujourd'hui, il y a quelques heures, à torpiller les efforts de Paris, notamment, pour monter cette grande alliance entre les Occidentaux et la Russie? Moi, je pense que nous avons, le président Hollande et l'ensemble des grands pays, ont à demander des comptes très précis à la Turquie sur ses alliés. La Turquie est censée être notre allié dans cette affaire. Tout le monde est lié contre le terrorisme aujourd'hui et la prise de conscience générale est en train d'exister. Est-ce que c'est le cas de la Turquie, vraiment, pour vous? C'est la question précise et pas rapide qu'on doit poser au gouvernement turc en lui demandant de clarifier tout cela. Est-ce que la Turquie... Ce n'est pas un bon signal de voir l'armée turque en train d'abattre un avion russe. Est-ce que la Turquie nous met un coup de poignard dans le dos, comme pour reprendre l'expression de Vladimir Poutine? Il a raison? En tout cas, ce n'est pas un comportement qui est très rassurant. Il y a beaucoup de suspicions à l'endroit de beaucoup de pays. Et moi, je demande ce que la France demande à tous ces pays, à ces pays du Golfe, à ces monarchies du Golfe, à la Turquie, de clarifier d'urgence leur position. Est-ce que oui ou non, ils sont à nos côtés pour lutter contre l'État islamique, qui est une menace directe pour nos pays, directe pour la France. La France est l'un des principaux pays visés par l'État islamique. Nous l'avons encore revu le 13 novembre dernier. Et cette urgence diplomatique, elle est importante. Je suis persuadé que le président de la République le fera. Alors, clarifier. Est-ce que nous devons également, nous, clarifier nos relations, par exemple, avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, selon vous? Je pense que s'il y a des suspicions de comportement de ces monarchies du Golfe à l'endroit de ces organisations terroristes, qu'elles doivent être levées d'urgence. Et que la priorité numéro un n'est pas de vendre des avions à ces pays. C'est ce qu'on fait pourtant. On le fait beaucoup. La priorité numéro un est leur demander une clarification de leur position. Et si leur position continue à durablement ne pas être claire par rapport à nos enjeux et nos intérêts stratégiques à nous, et d'en tirer toutes les conséquences. Bon, alors on va écouter Manuel Valls. Tout à l'heure, lors des questions d'actualité, il a précisé justement ce que François Hollande cherche à obtenir lors de son marathon diplomatique cette semaine. Nous avons un adversaire, c'est Daesh. Et chaque pays, et notamment les pays de la région, doivent dire tous, et tous ceux qui sont concernés par ce conflit, que leur adversaire, c'est Daesh. Et ne doutez pas un seul instant que le président de la République a cette volonté, faire en sorte que demain, grâce à cette coalition, grâce à cette action, grâce à la clarification des positions de chacun, cet ennemi, Daesh, cette organisation terroriste, sera annihilé. Voilà donc la recherche d'une coalition. Concernant une intervention au sol que vous réclamez, Thierry Soler, vous la réclamez de la part de quel pays? De pays arabes de la région? Moi, je pense qu'il faut une seule coalition internationale. Il faut donc avoir réglé ce problème avec la Russie et arrêter de faire du départ de Bachar el-Assad le préalable à tout. Est-ce que Bachar el-Assad est l'avenir de la Syrie? Bien sûr que non. Et il faut en parallèle qu'il y ait un travail politique pour préparer l'après en Syrie. Mais à partir de là, il faut une coalition. Et tous les experts militaires internationaux le disent. On ne réglera pas, on n'éradiquera pas l'État islamique en Syrie et en Irak uniquement par des bombardements et par une intensification de ces bombardements. Donc, alors après, est-ce que c'est des soldats français qui doivent être en première ligne? Certains le réclament dans votre plan. La réponse est globalement non. Je n'ai pas entendu personne réclamer ça. Depuis des mois, Bruno Le Maire réclame que la France prenne une initiative diplomatique pour l'intervention au sol d'une coalition internationale avec les pays du Golfe, avec la Turquie, avec la Russie. Écoutez, beaucoup de temps a été perdu. Aujourd'hui, la France, l'armée française, elle est très présente sur la bande sahélienne. Je vois bien que ce n'est pas une solution d'enlever nos soldats là-bas parce que sinon le terrorisme prospérera à nouveau. Mais une coalition, c'est pas obligatoirement nous, la France, qui mettrons des troupes au sol. D'accord. Alors justement, il y a quelques minutes, Barack Obama et François Hollande ont annoncé à Washington qu'ils soutenaient que la France et les États-Unis allaient soutenir toute intervention au sol qui pourrait se décider. C'est une très bonne nouvelle, mais je crains, parce que je le constate depuis des mois, que la situation des États-Unis et des Russes est souvent une situation qui est très bloquée. Et ça a toujours été la tradition de la France d'être un pays non aligné et qui visait à rapprocher des positions. Et moi aujourd'hui, j'espère, je souhaite que François Hollande, à l'occasion de ses déplacements et à l'occasion encore une fois de la COP21, qui au-delà de l'environnement, qui est un sujet très important, va bien sûr se transformer en grand sommet de lutte antiterroriste, puisse participer à rapprocher ses positions. Vous voyez, tout le monde comprend bien que si les États-Unis et la Russie et l'ensemble des pays du Golfe
et la Turquie et les grandes puissances européennes ne sont pas tous en même sens mobilisés pour éradiquer l'État islamique, on n'y arrivera pas. Alors, donc voilà ce que nous réclamons depuis bien longtemps. Vous dites qu'on ne doit plus considérer pour l'instant Bachar el-Assad comme le diable, si j'entends bien ce que vous dites. Mais je ne porte pas un jugement positif sur Bachar el-Assad. Mais néanmoins, nous avons depuis des mois fait ces propositions à Laurent Fabius, qui n'est pas là, qui accompagne le président de la République là aux États-Unis. Et la réponse qui nous a été opposée à chaque fois, c'est que la priorité de la France, c'était d'obtenir le départ de Bachar el-Assad. Bah, vous voyez que quand on tient ces positions pendant des mois et des mois, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. D'accord. Mais aujourd'hui, par exemple, puisque les militaires français vont se concerter avec les Russes, ça veut dire que de facto, on va aussi se concerter militairement avec les militaires de Bachar el-Assad. Et de facto. J'ai vu, comme vous, que quand le président de la République a décidé l'envoi du porte-avions de Charles de Gaulle sur zone, c'est la marine russe qui a épaulé ce déplacement, aujourd'hui logistique. Donc nous travaillons avec eux. C'est pour ça qu'il est dommage, depuis maintenant plus d'1 an, d'avoir connu cette affaire du refus de la vente des 2 frégates qui a participé considérablement à dégrader nos relations diplomatiques avec la Russie, et qu'il est dommage que la France n'ait pas joué le rôle qui, historiquement, encore une fois, est le sien, c'est-à-dire de rapprocher les positions. La France n'a jamais été un pays aligné. Deuxièmement, l'Iran, nous avions réclamé depuis longtemps également que la situation évolue, et le président Hollande aurait pu, dès le lendemain de son élection, travailler à ce sujet. Il se trouve que l'affaire iranienne a évolué à cause de l'accord nucléaire. L'Iran est une grande puissance. Il faut aujourd'hui très clairement que nous soyons engagés également avec eux sur la... Alors quand je vous pose la question, est-ce que François Hollande est à la hauteur des enjeux aujourd'hui, vous répondez oui, mais il y a tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Je vous ai pas répondu oui, je vous ai répondu qu'il avait la dignité, quand il arrive au Congrès de Versailles, de prendre les grandes décisions, et d'aujourd'hui d'ouvrir les yeux sur la nécessité de changer d'alliance stratégique et de changer de positionnement politique intérieur. Alors vous me répondez, si vous ne me répondez pas oui, vous me répondez non, il n'est pas à la hauteur des enjeux, pour être clair. Je ne veux pas rajouter cette petite phrase. Non mais c'était la question. Va vous écrire tout de suite. Mais c'était la question, alors répondez à la question que je vous pose. Est-ce qu'il est à la hauteur ou non des enjeux aujourd'hui? Est-ce que vous le voyez effectivement comme un chef de guerre mondial crédible, oui ou non? Non, je ne vous dirai pas ça aussi aisément. Vous voulez pas me répondre? Si, je vais vous répondre. Je vous dis, depuis 10 mois, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il change complètement d'avis par rapport... Mais ce que vous dites là, on peut le dire, d'autres responsables aussi de votre parti, les Républicains, Alain Juppé aussi, il a évolué sur la Russie, sur Bachar el-Assad. Moi, je ne reproche pas à des gens d'évoluer. Les attentats. Et je ne reproche jamais à des gens d'évoluer. Et la stupeur... à François Hollande. Non, c'est pas des évolutions. C'est un salto arrière qui a été fait sur beaucoup de sujets, et en matière de politique intérieure, et en matière de politique extérieure, en matière de diplomatie. Voilà. Aujourd'hui, on change la France. Je m'en réjouis, c'est ce que je réclamais depuis longtemps, de A à Z. Voilà, je voudrais qu'on le change vraiment et qu'on en tire toutes les conséquences. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne les a pas encore toutes tirées. Pardon, qui peut comprendre qu'on soit allié avec la Russie sur place dans la coalition contre l'État islamique, et que par ailleurs la France soit à la pointe de sanctions économiques à travers l'Union européenne. D'accord. D'autres clarifications s'imposent pour vous, Thierry Soler. Et deuxièmement, en matière de politique intérieure, on va sûrement en parler dans le détail. Absolument, tout à l'heure. Beaucoup d'annonces qui ont été faites, qui sont un changement radical par rapport à ce qui a été fait avant les attentats, et c'est souvent des propositions de loi. Qui ont été portés par des députés les Républicains depuis maintenant 1 an. Et également réclamés par le Front National. Et à qui le gouvernement a opposé un refus systématique depuis 1 an. Alors maintenant, c'est très bien. On ne va pas passer l'émission à dire ce qui est fait aujourd'hui aurait dû être fait plus tôt. Parce qu'il va falloir tenir compte de la nouvelle situation, de la nouvelle donne. Vous êtes d'accord ? Enfin, la nouvelle donne, elle n'est pas si nouvelle. Je vous rappelle qu'il y a eu un attentat considérable en début d'année, que la France a connu beaucoup d'attentats terroristes, et que le Premier ministre, à de nombreuses reprises, nous a dit que la France était confrontée à une menace terroriste de première amplitude. Voilà, je trouve particulièrement dommage d'annoncer des mesures au lendemain des attentats qui auraient pu l'être avant. D'accord. Alors, la semaine diplomatique avait commencé avec la rencontre à l'Élysée avec David Cameron. On l'écoute. Je soutiens fermement l'action que le président Hollande a entreprise pour frapper l'État islamique en Syrie. J'ai la ferme conviction que la Grande-Bretagne doit en faire de même. Voilà, donc il cherche le soutien de son Parlement à Londres pour effectivement avoir une action plus vigoureuse également auprès de ses alliés, David Cameron. Est-ce que vous attendez une véritable solidarité aujourd'hui des pays européens, pas forcément en termes d'engagement militaire, mais en termes de soutien financier? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la France est bien seule. C'est vrai. Moi, je suis persuadé que la menace que constitue ce terrorisme de l'islam radical, l'État islamique, et toutes les branches d'Al-Qaïda en Afrique ne visent pas que la France, elles visent l'ensemble des grands pays européens et les États-Unis. Mais la France est seule au front, non ?
Et la France, par rapport à nos alliés européens, sur tous les fronts en Afrique, est très seule à assumer, notamment en Afrique, l'ensemble des missions. Et je pense, je souhaite, j'espère que ce qui vient de se passer est une prise de conscience générale et que le président de la République, pour le coup, vous voyez, je salue ce travail-là, aujourd'hui participe de faire ouvrir les yeux à ses homologues européens notamment sur la nécessité d'avoir une réaction européenne qui soit à la hauteur de l'événement. Vous savez, il y a parfois de la défiance par rapport à l'Europe. Oui. Mais comment comment il pourrait, enfin vous voyez ce que je veux dire, comment ça pourrait être autrement quand on voit sur les sujets financiers, la crise grecque, de voir l'Europe ne réagir qu'au pied du mur. Quand on voit la crise des migrants arriver et quand on voit l'Europe ne commencer à réagir qu'au pied du mur. Et que, alors que beaucoup de pays européens, les États-Unis, dès le 11 septembre 2001, encore récemment à Boston avec cet attentat à l'occasion du marathon, d'autres pays européens, nous la France, à 2 reprises majeures dans cette année 2015, nous sommes touchés par le terrorisme, de voir que la réponse est si lente à arriver. Donc voilà. Donc on a raison aujourd'hui, par exemple, François Hollande a raison de dire le pacte de stabilité, oui, ça attendra. D'abord le pacte de sécurité. Ça c'est une réponse. Ça c'est une faute terrible de sa part. Je suis persuadé que la France n'arrivera pas durablement à assumer une mission régalienne nécessaire qui aujourd'hui n'est pas suffisamment mise en œuvre en ne retrouvant pas une souveraineté budgétaire. Et on n'a pas de souveraineté budgétaire quand on laisse filer les déficits. Deuxièmement, je pense que les réactions qui nous sont annoncées sur un plan intérieur ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, notamment sur un plan financier. 600 millions de plus dans le budget de l'État, ce n'est pas du tout à la hauteur d'une priorité nationale. Je vous mets ça en réverbération de 2-3 autres chiffres. Vous savez, on a payé 1 milliard d'euros à une entreprise, Ecomove, parce qu'on a changé d'avis sur l'installation de portiques pour la taxe poids lourd. Vous voyez, 1 milliard en moins dans les caisses de l'État. Si la priorité nationale, c'est la sécurité de nos compatriotes, 600 millions pour l'année 2016 ne me paraît pas être tout à fait à la hauteur. Donc je pense que c'est une mauvaise manière. Il faut impérativement retrouver une souveraineté budgétaire, diminuer la voilure là où il y a trop d'États, parce que l'État souvent est une contrainte pour beaucoup de nos compatriotes. Mais on peut y arriver là avec l'effort. Mettre le paquet. Et on peut y arriver là avec l'effort sécuritaire. Mais on peut y arriver si on prend des vraies décisions et de priorités budgétaires. Et deuxièmement, je vous en dirai un mot tout à l'heure, de faire un grand tour d'horizon de toutes nos défaillances. Alors on va en parler. On va en parler. Je signale juste avant de passer à la deuxième partie qu'il y a eu 11 morts tout à l'heure, vous l'avez entendu, dans l'explosion d'un bus de la sécurité présidentielle en Tunisie. 14 morts maintenant. Deuxième partie de Preuve par 3, donc Thierry Solaire avec Perrine Arnault qui arrive pour vous poser cette question. Qui a failli puisque vous réclamez un audit sur les services de sécurité et de renseignement. Vous-même d'ailleurs, vous apportez un témoignage assez éclairant et édifiant sur ce qui se passe dans certaines prisons. Par exemple à Nanterre, c'était sous l'œil des caméras de zone interdite. Monsieur le directeur, c'est moi ou ça sentait le chichon là? Non, ça sent. Il fume de la drogue ici dans les couloirs. Ben, ça peut arriver, mais sans que vous les chopez pas. Là, le gars il fumait la chiche quoi. Et comment il se le procure alors? Comme les téléphones. Et vous avez des gens qui viennent projeter et les cours de promenade sont là-bas. Donc des téléphones, des boulettes de shit, de la viande, des couteaux, toutes sortes de choses. En période de ramadan, vous allez avoir beaucoup de produits alimentaires. Mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné on peut se détacher ou il peut aussi y avoir des armes qui sont projetées, bien sûr. Vous avez des détenus qui sont venus de Syrie, que vous pouvez savoir avoir des téléphones portables? Bien sûr. Ouais. On en trouve régulièrement, on les en a, et on les donne à analyser. Bien sûr. Enfin, c'est un peu tard quand c'est analysé, quoi. Sinon, il faudrait qu'on laisse quasiment un surveillant en permanence avec eux. C'est impossible. Bonsoir Perrine Arnault. Bonsoir Michel, bonsoir Thierry Solaire. Bonsoir. On vient de voir effectivement cet extrait de ce reportage qui a été diffusé dimanche soir. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures toutes simples à prendre pour remédier à ces problèmes en prison? Bien sûr, vous voyez, nous les députés, on est des contrôleurs de lieux de privation de liberté. On peut aller en prison quand on veut. Moi j'y vais régulièrement seul ou avec des collègues. J'y suis retourné avec David Douillet la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai vu? Pour aller très simple, très vite, 3 choses. 1, des téléphones portables partout en prison. Le directeur m'a avoué qu'on avait trouvé des téléphones portables dans la cellule de détenus qui revenaient de Syrie. Quand on a un téléphone portable, c'est connecté à Internet, ça veut dire que des gens qui reviennent de Syrie et qui sont suivis pour des actes de terrorisme, ils ont un téléphone portable, ils sont en contact avec l'extérieur, voire avec l'étranger. Est-ce qu'on peut pas tout simplement installer quelque chose pour brouiller? La première chose à faire, c'est d'installer des brouilleurs. Alors on va vous répondre, ça coûte cher. Oui, bien sûr, il faut évaluer combien ça coûte. À mon avis, ça doit coûter à peu près une centaine de millions d'euros, ou 80 millions d'euros. Quand même. C'est de l'argent. Mais est-ce que gouverner, c'est pas trouver des solutions et fixer des priorités?
Est-ce que dans le budget de l'État, qui est absolument considérable, je ne vous parle même pas du budget des collectivités locales et tout ce qui va avec, c'est à la hauteur de ne pas répondre à cette nécessité impérieuse d'empêcher des détenus qui sont dangereux de pouvoir communiquer par Internet et par téléphone avec l'extérieur. C'est une priorité. Donc, vous voyez, Qu'est-ce que vous allez faire de ces constatations? Vous allez les on va transmettre à saisir la le garde des Sceaux? gouvernement. On va saisir le gouvernement pour tout vous dire dès demain à l'Assemblée nationale à l'occasion des questions au gouvernement. Comme ça, Madame Taubira le saura. David Douillet saisira Madame Taubira de demandes très précises qui auront des impacts budgétaires. Est-ce qu'on est en capacité d'installer des brouilleurs dans les prisons françaises dans un délai rapide? Oui ou non? Oui, on l'est. On l'est techniquement. Oui, on l'est à condition qu'on ait des marges de manœuvre. Et je reviens à la question que vous posez. On ne fera pas ça en laissant glisser les déficits. Il faut donc, et c'est ça, gouverner, si on a besoin de personne à la tête de l'État, on doit faire des arbitrages. Et moi, je pense qu'il est venu le temps d'arrêter d'avoir un État en France qui est partout, et parce qu'il s'occupe de tout, fait globalement tout mal. Il faut que l'État s'occupe massivement de ses missions régaliennes. La justice, oui, peut-être la qu'il y a eu des arbitrages passés aussi qui n'allaient pas tellement dans ce sens-là. Voilà, moi j'ai 44 ans, je suis député depuis 36 mois. Je ne suis pas là pour regarder ce qu'a bien fait François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ou Nicolas Sarkozy. Bien sûr, il y a pas si je suis longtemps là pour regarder quel est l'état de la situation de notre pays, le niveau de la fiscalité de mon pays, qu'est-ce qu'on demande comme effort à tous les contribuables qui est légitime, et derrière, qu'est-ce qu'on fait de leur argent. Et moi je vous dis, personne n'a par l'État sur la sécurité publique dans la rue, s'il ne le fait pas bien. Personne ne le fera à sa place, personne n'a par l'État ne s'occupe des prisons, personne n'a par l'État ne s'occupe de la défense nationale. Et donc il est venu le temps d'avoir le courage, parce que c'est ça dont il s'agit, le courage politique, de prendre des décisions pour recentrer l'État sur ses missions régaliennes. Et peut-être le courage politique aussi de regretter les baisses d'effectifs en matière de sécurité du temps de Nicolas Sarkozy. Oui, d'abord il y a débat sur le sujet, j'ai encore vu un article du Monde l'autre jour. Bon, les chiffres, il n'y a pas tellement de débat sur les chiffres. Si, il y a un débat sur les chiffres, il y a encore moins de policiers depuis cette année qu'il y en avait en 2012. Et moi je l'ai toujours dit, je pense que la RGPP, ce n'était pas obligatoirement sur les sujets réaliens qu'il fallait le faire. Mais vous savez, on peut se renvoyer gauche et droite. Moi je ne vous dis pas que la droite a tout bien fait. Depuis 30 ans, beaucoup d'écueils. Qu'est-ce qui m'importe, moi? Moi, je viens du privé, je suis parlementaire, j'ai été élu par les habitants de Boulogne, c'est d'apporter des solutions concrètes à ce qu'attendent les gens. Alors, restons justement aux solutions concrètes que vous proposez, d'abord à partir du constat sur certaines failles, pour ne pas dire faillites dans le deuxième système constat, de sécurité. un deuxième exemple. Constat, peut-être, justement, pour rester en prison sur cette visite que vous avez effectuée avec David Douillet, ce qui était marquant aussi, c'est que le directeur de prison ne sait pas finalement qui est fiché S dans son établissement. Ça, c'est je vais expliquer les choses très simplement. Si vous avez quelqu'un qui fait un braquage, un vol à main armée, il est arrêté par la police, c'est très bien. On a une police de qualité. Il va être placé en détention provisoire. Et il sera renvoyé devant la justice dans X mois pour être jugé pour ce braquage à main armée. S'il se trouve que cette même personne, parallèlement, était suivie par la Direction centrale du renseignement intérieur pour des actes liés à des réseaux terroristes, et qu'il a une fiche S de la plus grande gravité sur ces sujets-là, et bien quand il arrive en détention, le directeur de la maison d'arrêt ne le sait pas. Donc qu'est-ce qu'il en fait? Il le place dans une cellule avec d'autres détenus. Et donc c'est comme ça qu'on radicalise les autres. Le prosélytisme a lieu à cette occasion-là. Comment c'est possible, en France aujourd'hui, que nos différents services ne communiquent pas les informations les uns avec les autres? Je vous prends un troisième exemple en dehors de la prison, exactement sur le même sujet. On a tous vu un des terroristes qui s'est fait exploser dans le quartier du Bataclan. On connaît son passé judiciaire. Octobre 2012, il est placé sous contrôle judiciaire, suivi par la direction du renseignement intérieur. La justice lui confisque passeport et carte d'identité, avec une assignation à résidence. Il part en Syrie très vite. Comment il part en Syrie? Avec un passeport. Comment il a le passeport? La justice lui a retiré. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé au commissariat du coin et il aurait déposé un acte de perte ou de vol de son document d'identité. Et le ministère de l'Intérieur lui a réémis un nouveau titre. Écoutez, moi je veux bien qu'on fasse une surenchère législative. Ne comptez pas sur moi pour vous demander 50 milliards de mesures, toujours plus sécuritaires, pour jouer au plus sécuritaire. Je crois que les gens ils sont en droit d'attendre qu'on mette le paquet sur les sujets régaliens. Et c'est pour ça que j'ai réclamé qu'on fasse un audit général de toute notre chaîne de sécurité. Alors écoutez d'abord ce que dit le syndicaliste Jean-François Forget. C'est le président du syndicat pénitentiaire UFAP à propos justement de la radicalisation dans les prisons. Il y a une trentaine de détenus qui, à Fresnes aujourd'hui, sont effectivement à l'écart des autres détenus. Ils sont déjà eux entre eux, ce qu'il faudrait éviter. Il faudrait les séparer déjà entre eux. Mais sur un certain nombre de moments de la journée, je pense aux certaines activités, les parloirs ou l'infirmerie, ils se retrouvent avec d'autres co-détenus. Ils peuvent échanger à travers les cours de promenade, à travers les fenêtres. Il n'y a aucune étanchéité. On n'est pas dans un système. Il faut pour demain, si on veut avancer de façon claire, avoir des établissements à part entière
où on gère ces détenus à part des autres, ça c'est sûr, mais aussi à part entre eux, de façon à ce qu'on puisse avoir un travail efficace tel qu'on le réclame depuis 20 ans. Oui, nous voyons des gens se radicaliser dans nos prisons. Dire que les prisons est le seul endroit où on se radicalise, non. Dire que c'est un endroit privilégié de la radicalisation, oui. Voilà pour ce témoignage recueilli par Géraldine Bavoileau et Jordan Klein. Alors là, sur cette mesure, sur le problème de la radicalisation en prison, c'est quoi la solution selon vous? Est-ce que c'est d'avoir des établissements qui accueillent uniquement des radicalisés? Bon, d'abord, il faut savoir qui est radicalisé ou pas. Et comment se passe cette radicalisation. Je vous dis, déjà, les gens qui sont ultra radicalisés parce qu'ils sont engagés dans des logiques terroristes, en contact avec la Syrie ou qui en reviennent, ceux-là, me semble-t-il, il ne faut pas les mettre en contact avec les autres. Je me suis rendu à Fresnes, j'ai vu l'expérimentation qui est menée par le gouvernement, qu'a demandé le gouvernement là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en gros, on les met à l'isolement, ils sont tous dans leur cellule individuelle. Alors c'est sûr qu'ils voient plus grand monde. C'est plutôt bien. Est-ce qu'ils vont être déradicalisés? Est-ce que c'est ça ce qu'il faut généraliser? C'est l'annonce qu'a fait Manuel Valls. Moi, je ne veux pas vous donner une réponse de facilité. Je pense que c'est très compliqué. J'ai étudié à l'étranger ce que faisaient d'autres pays en matière de déradicalisation. C'est très difficile de voir des résultats. Il n'y a pas de bonne solution en la matière. Je ne suis pas certain que ce soit par des petites phrases qu'on arrivera à trouver des solutions aisées sur le sujet. En tout cas, une nécessité absolue, c'est de protéger la société des gens qui sont à l'intérieur et qui sont dans cette logique aujourd'hui. Et deuxièmement, quand ils arrivent en prison, ceux qui sont dans une logique de radicalisation absolue, qui ne puissent pas contaminer les autres. Et vous voyez, ça serait bien que le ministère de l'Intérieur puisse communiquer aux directeurs de maisons d'arrêt de notre pays cette décision. Je ne vois pas au nom de quel principe ce n'est pas possible. Le CFCM, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman, va mettre en place une habilitation des imams. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'on pourrait s'appuyer par exemple sur eux concernant justement la déradicalisation? Pareil, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Nicolas Sarkozy, pour le coup, à l'époque, quand il était président de la République, avait essayé de travailler sur ce sujet avec la création du Conseil français du culte musulman. Notre système, c'est la laïcité et c'est la République. En République, les religions se soumettent à la République. Toutes les religions, et pas l'inverse. C'est le cas de la religion catholique, ça s'est passé, rappelez-vous notre histoire, pas facilement. Ça a duré très longtemps et ça a été très compliqué. C'est le cas avec la religion juive. Dans la religion juive, il est clairement indiqué qu'on se soumet aux lois de l'État, indépendamment de ce qui a marqué dans la Torah. Et vous avez la prière à la République française qui est lue dans les synagogues très régulièrement. Il faut que l'islam de France se structure, que l'islam en France se structure, et que soit envoyé un message très clair. Avait essayé de structurer. Bien sûr, mais il fallait continuer. Il fallait continuer à travailler sur ces sujets-là. Deuxièmement, moi je pense qu'il faut, et maintenant dans les actes et pas dans les mots, expulser de France tous les imams salafistes étrangers qui profèrent des propos qui ne sont pas compatibles avec la République. On a tous vu sur plein de chaînes de télévision des exemples très précis, et il y en a beaucoup, dans beaucoup d'endroits, et ce ne sont pas malheureusement des cas isolés. Et donc c'est une urgence. Écoutez, pour faire cela, est-ce qu'il y a un problème juridique? S'il y a un problème juridique, on est ici au Parlement, réglons-le. On le règle. Et puis ensuite, mettons les moyens pour avoir de l'efficacité, et faisons-le. Vous savez, dans toute structure au monde, quand vous avez un accident, quand il y a le Paris-Rio qui fait naufrage en plein océan Atlantique et vous avez plein de morts, vous avez au lendemain ce qu'on appelle un audit complet des process de sécurité, à tous les étages. Parce que c'est pas possible que ça recommence. La France, elle a été frappée massivement par le terrorisme. C'était pas la première fois. On pouvait pas dire qu'on ne s'y attendait pas. Il y a eu 130 morts. Moi, je suis parlementaire, j'ai deux fonctions, madame. J'ai deux fonctions. Je vote les lois et je contrôle l'action du gouvernement. Et moi, je demande au gouvernement, à Manuel Valls, d'instaurer très rapidement, comme ça se passerait dans toute structure au monde, un audit très précis, non partisan, avec des députés de différentes formations politiques. C'est quoi votre audit? C'est pas une commission d'enquête, c'est un audit. À peu près la même chose. Non, parce que c'est pas judiciaire. C'est un audit précis, qu'on balaye tous les process. Comment c'est possible, le cas du passeport? Écoutez, mais uniquement dans les services administratifs ou alors également dans les mairies où on ferme les yeux parfois sur certains comportements, dans certaines entreprises aussi. Alors déjà, dans la sphère de l'État, qu'on balaye toutes les grandes procédures et qu'on fasse remonter là où il y a des difficultés et qu'on les règle pour demain, elles n'existent plus. Franchement, c'est pas très compliqué. Ça se passe comme ça partout. Moi, je faisais l'audit avant d'être parlementaire. Croyez-moi, quand vous avez une entreprise très compliquée qui a beaucoup de problèmes, on audite, on voit là où il y a des problèmes, on les règle. Que l'État le fasse. Le principe d'une commission parlementaire, c'est que les gens qui témoignent devant vous prêtent serment, donc ça vous permet, si vous voulez, d'encadrer les choses. C'est tout, ça revient à peu près au même. Mais moi, je ne suis pas juge, je vois bien l'usage de la commission d'enquête parlementaire. Je ne suis pas là pour qu'on crée un outil judiciaire. Je suis là pour qu'on crée un audit technique de contrôle de l'action du gouvernement. Qu'on aille sur place, comme on l'a fait avec David Douillet en prison. Quand vous allez en prison, et on n'est pas le seul à le faire. Moi, j'y suis allé plus de 10 fois dans des maisons d'arrêt ou dans des prisons. Vous voyez très bien les dysfonctionnements. Écoutez, qu'on fasse ça à plusieurs, gauche-droite réunis, et puis qu'on liste une quinzaine de choses à faire en urgence, et puis qu'on les fasse.
et que ça ne soit pas reporté à je ne sais pas quelle loi de programmation ou à quelques beaux après discours. que le gouvernement reprenne les mesures. Oh bah, ils ont l'habitude de faire cela, hein. C'est pas quelque chose qui est nouveau pour eux depuis quelques jours, donc ça ne va pas les déranger. Sur la déchéance de nationalité, je vous propose d'écouter la proposition d'un sénateur Les Républicains, Jean Bizet, puis je vous fais réagir après. Et quand ces individus font ce choix, c'est un choix qui est mûrement délibéré, qui n'est pas fait au doigt mouillé, donc il faut qu'ils s'attendent à ce qu'ils ne seront pas les bienvenus. Mais ils seront les bienvenus dans nulle part. n'importe quel pays. Ceci étant, ces apatrides ne sont pas pour autant, je dirais, voués à la vindicte populaire, parce que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme fait en sorte qu'au niveau, je dirais, de la vie privée, au niveau d'un certain nombre de modalités de leur vie, ils ne sont pas, je dirais, ils sont malgré tout plus exactement protégés. Merci. Donc c'est quand même malgré tout relativement doux par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont. Voilà, Jean Bizet, donc il va plus loin que la déchéance de nationalité pour les binationaux. Lui, donc, vous l'avez entendu, il veut carrément leur retirer toute nationalité. Donc, effectivement, comme il le dit, en faire des apatrides. Moi, je suis jamais partisan de l'inflation de mesure ou de l'inflation législative. Croyez-moi, si en France, toutes les lois existantes étaient appliquées, on n'en serait pas là. Donc l'urgence absolue, c'est de se doter de moyens financiers et organisationnels pour faire que les lois qui sont votées, elles soient réellement appliquées. Ça ira beaucoup mieux. Alors après, est-ce qu'il faut juridiquement trouver de nouveaux outils juridiques? Pourquoi pas? On peut en discuter. Moi, j'ai vu la proposition qui a été faite depuis bien longtemps par des députés, les Républicains, je pense notamment à Philippe Meunier, de déchoir de la nationalité les binationaux condamnés pour des actes de terrorisme. J'ai encore souvenir de la réponse que lui faisait le gouvernement en disant que c'était scandaleux. Je suis très heureux de voir aujourd'hui le gouvernement arriver la bouche en cœur en nous disant qu'ils veulent le faire. Mais vous voyez, au fond, même cette mesure-là, c'est pas l'essentiel. Là, il fait un petit peu de la surenchère sécuritaire, c'est le risque dans cette période aussi. C'est pour ça que moi, je ne suis pas dans ce registre-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que la loi de la République, elle soit pas facultative, elle soit appliquée. Et aujourd'hui, vous avez énormément de règles qui sont théoriques, mais qui en vrai ne sont pas appliquées. Parce que l'État n'a pas les moyens de se faire respecter. Quand vous allez dans cette maison d'arrêt, vous voyez des détenus qui fument du hashish dans les couloirs avec des surveillants en face d'eux. C'est permis de fumer de la drogue dans un bâtiment administratif avec un drapeau français à l'entrée devant des agents d'État? Non, je ne le crois pas. Peut-être une façon aussi. Non, mais à force de rogner en permanence. D'acheter la paix. Oui, mais ça c'est un peu la question que vous posiez à l'instant, au-delà de l'État. Alors sur les communes, sur les entreprises, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ah ben écoutez, il y a eu de toute évidence, et c'est même pas moi qui le dis, c'est Malek Bouti qui est socialiste notamment, et beaucoup d'autres à gauche. Il y a eu parfois des élus, souvent de gauche, qui ont distribué beaucoup d'argent pour acheter la paix, pour parfois aussi des logiques clientélistes. Ben écoutez, tout ça c'est terminé. On ne travaille pas avec des associations. On a été lâche finalement face à certains phénomènes de radicalisation, c'est ce que vous dites. Il y a eu des lâchetés, il y a eu du laisser-aller, il y a eu un éparpillement budgétaire, il y a eu une efficacité de l'État qui n'a plus été au rendez-vous. Et écoutez, l'exemple le meilleur que je peux vous donner, c'est celui que je vais vous donner à l'instant. Quelqu'un qui est poursuivi par la justice pour terrorisme et qui fait confisquer son passeport et qui, la bouche en cœur, va au commissariat du coin en disant on me l'a volé, on lui en refait un autre. Vous voyez, je pense qu'avant d'inventer une nouvelle loi, on va peut-être déjà faire appliquer ça. Avec vos prérogatives, est-ce que vous avez envie d'aller voir ce qui se passe dans certaines entreprises? Oui, enfin là, pour le coup, les entreprises privées, on n'a pas le même rôle que dans les grandes maisons d'arrêt. Mais je vois dans les entreprises publiques, je pense notamment à la RATP, à la SNCF, l'urgence absolue. Valérie Pécresse, elle l'a clairement proposé encore la semaine dernière, qui pourrait comprendre qu'à la RATP, il y a des gens qui soient fichés S pour des problèmes de terrorisme, parce que dans les fiches S, il y a des gens qui sont signalés. Mais au-delà des fiches S, est-ce qu'on n'a pas laissé tomber un peu certains pans de la laïcité française? D'une façon générale, dans la société française, est-ce qu'il n'y a pas une co-responsabilité, peut-être des politiques, de ces grandes entreprises publiques? Enfin, la laïcité, encore une fois, le principe... En permettant d'ouvrir des salles de prière dans certaines entreprises. On a laissé aller, quand on a laissé des gens, alors qu'il y a une loi qui interdit le port de la burqa en France, être habillés comme ça dans la rue. Voilà. Et moi, j'ai des collègues qui m'ont expliqué qu'en gros, il y avait eu des consignes qui avaient été données dans beaucoup de départements de ne pas interpeller les gens qui se trimballaient avec le voile intégral parce qu'il fallait avoir la paix. Ouais. Non, pardon, la règle de droit actuelle en France, elle doit être appliquée. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas de choix. Et ceux qui ne veulent pas se soumettre aux lois de la République, ils n'ont rien à faire sur l'espace public français. C'est ça la vérité. Donc vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron quand il dit que finalement la responsabilité de la France, c'est d'avoir donné un terreau favorable à la radicalisation? Oui, alors ça, j'aime pas non plus prendre le sujet par là, parce que souvent à gauche, autant Emmanuel Macron a parfois des propositions intéressantes, notamment dans la sphère économique. Moi, je participais de ceux qui considéraient que la loi Macron, c'était une petite avancée. Bon, on n'a pas eu l'occasion de voter pour ou contre, parce que le gouvernement n'avait pas de majorité. Autant ça, c'est ce qu'on appelle la culture de l'excuse.
Moi, je ne veux pas laisser proliférer cette culture de l'excuse qui pourrait justifier quoi que ce soit. La France, c'est pas non plus un pays qui n'est pas accueillant avec tout le monde. C'est un pays qui, même quand vous n'avez pas de revenus et que vous n'avez pas de travail, vous donne des allocations. C'est un pays qui vous donne la sécurité sociale, même quand vous n'avez pas de revenus, et qui vous garantit d'être soigné à l'hôpital quand vous serez malade. C'est un pays qui, même quand vos parents n'ont pas d'argent, vous offre la capacité d'aller à l'école et à l'université et d'avoir une formation qui vous permet de vous élever. Il n'y en a pas beaucoup des pays au monde qui font autant pour tout le monde. Donc il faut arrêter je de ne crois pas que la culpabiliser culture de France, c'est l'excuse... ça que vous dites. Oui, oui, et c'est ce que fait Emmanuel Macron. En disant qu'on a créé un terreau aujourd'hui. Je pense que c'est surtout des lâchetés de la part des gouvernants et un laisser-aller général et une non-maîtrise de nos finances publiques et de nos priorités qui a fait qu'on en arrive là, plutôt que notre modèle d'accueil qui au contraire est très généreux. Dernière question, il y a une petite nostalgie en ce moment autour du service national. Pour ou contre son retour ? Alors, si on parle du service national dans la partie militaire, je suis contre. J'aimerais bien dans un monde absolu. Mais la vérité, c'est qu'on a supprimé en 1995, à peu près, je crois de mémoire, le service national et qu'on n'a pas les militaires pour l'encadrer et on n'a plus les bases pour l'accueillir. Donc ça me paraît assez démagogique. Après, qu'on crée un service... Certains de vos amis vont être contents de vous entendre. Je vous dis ce que je pense. C'est traité de démagogique. Voilà, je pense que c'est pas réaliste en tout cas de faire cela. Par contre, d'avoir un service civique, je vous rappelle qu'il existe déjà, qu'on le généralise plus. Oui, vous savez, voilà, moi, droits et devoirs, ça me paraît bien. C'est bien de rappeler aussi devoirs les gens. Merci Perrine. Nadège Puljac de l'AFP arrive maintenant, Thierry Solaire, avec cette question. Pourquoi votre parti, les Républicains, semble à la peine à moins de 2 semaines, donc maintenant des élections régionales? Le paysage politique et électoral, bien sûr, change forcément dans un pays en état d'urgence. Écoutons ce qu'en dit le politologue Pascal Perrineau. Alors, les Républicains, associés à l'UDI et au MoDem, sont pris un peu dans un étau. Ils ont à la fois un Front National qui, sur leur droite, a retrouvé une certaine dynamique. Et sur la gauche, ils avaient un parti socialiste qui était en train de se déliter, qui semble stopper ou freiner son délitement. Donc l'espace de progression qui était le leur est plus compté qu'auparavant. Cela n'empêchera pas certainement ces forces dans de nombreuses régions d'emporter l'exécutif, mais le combat sera plus difficile, particulièrement au second tour. Voilà donc un état des lieux politiques dressé par Pascal Perrineau, analyse recueillie il y a quelques instants par Géraldine Bavualo. Bonsoir Nadège Puljac. Bonsoir et bonsoir Monsieur Solaire. Alors bonsoir. Vous avez entendu Monsieur Perrineau, donc les Républicains sont pris dans un étau, c'est ce qu'il nous dit. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que le président de la République et le gouvernement, ils avaient pioché à droite pour présenter leurs mesures pour lutter contre le terrorisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes, on vous coupe l'herbe sous le pied? Vous êtes à la peine. Vous êtes à la peine, vous êtes désavantagé là. J'ai l'impression de ne pas vieillir parce qu'à chaque élection depuis 3 ans, dans la période préélectorale, avant les municipales, avant les départementales et maintenant avant les régionales, pour des raisons diverses, celle-là est dans un contexte beaucoup plus triste, bien sûr, on vient m'expliquer ça. Avant les départementales, j'entendais... Je vous pose une question. Mais alors, on vient me poser ces questions-là. Avant les départementales, en début d'année... on m'expliquait que c'était terrible, que François Hollande allait un peu mieux, que le Front National explosait, et que d'ailleurs on allait... Je vous demande, monsieur le député, excusez-moi. Là, on a entendu monsieur Perrineau, qui est donc un analyste politique, qui nous expliquait que les Républicains sont pris dans un étau. Et c'est vrai, on a vu quand même le président de la République et le Premier ministre nous annoncer des mesures dont parle monsieur Sarkozy, par exemple, depuis 1 an. Mais vous savez, moi je ne crois pas que les hommes politiques soient jugés quand ils sont au pouvoir sur leurs discours, mais sur leurs actes. Et on fera le bilan de la politique du gouvernement et du président de la République à la fin de son quinquennat, en matière d'emploi, en matière d'économie et en matière d'État régalien. Et on verra si la situation était mieux gérée à la fin du quinquennat de François Hollande qu'au début. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui la France soit, sur un plan de l'emploi, sur un plan de l'économie ou sur un plan de la sécurité publique, dans un meilleur état qu'il ne l'était il y a quelques années. Je vais quand même insister, on a quand même l'impression que vous êtes pris entre 2 feux. Je disais étau, parce qu'on parle quand même là de la perspective des régionales. Je vous parlais des régionales. La question. Dans la perspective des régionales, oui, bien sûr. Pas que, mais aussi dans la perspective des régionales. D'un côté, vous avez donc la gauche qui reprend un petit peu de poil de la bête, on le voit dans les sondages. Et puis il y a le Front National qui monte. Alors comment vous vous situez? Alors, en matière de sondage, je ne sais pas si on est pris en étau, mais si vous vous intéressez aux sondages, je les lis, je vous avoue, je les lis comme vous. Celui en Ile-de-France donne Claude Barthelone au même niveau que le Front National à 22 et Valérie Pécresse à 34. Au sud-est et puis au nord. Si on parle de la région PACA, le candidat socialiste qui représente donc le gouvernement est crédité de 16% d'intention de vote. Donc vous voyez les taux, en tout cas, le candidat côté gauche de républicain baisse. Le candidat républicain. Le côté gauche de l'étau ne prend pas beaucoup d'épaisseur ces temps-ci, à peu près dans toutes les régions. Après, le Front National est crédité d'intention de vote très importante dans de nombreuses régions, notamment au nord et au sud. Oui.
parce que la politique du gouvernement depuis 3 ans, c'est un tract ambulant pour le Front National. C'est hausse d'impôts massifs sur la classe moyenne, des gens qui gagnent 2000, 2500 euros par mois. Et on leur rend quoi comme service public derrière? On leur offre de la sécurité publique en bas de la rue et dans les transports? Non. On leur offre une entreprise, un monde économique compétitif, où il y aura des entreprises qui pourront être compétitives et donc les embaucher? Non plus. Alors les gens se désespèrent, et que la participation annoncée aux élections est toujours basse, et le vote pour les extrêmes ne fait que monter. La seule chose qui nourrit le Front National, c'est l'absence de résultats des gouvernants. Voilà ce que je vous dis. Non, mais là on parle quand même bien de la nouvelle donne créée bien sûr par les attentats et la politique, le virage sécuritaire. Bon, écoutez, si on parle juste de sondages régionaux, moi je vous dis par exemple, je suis tête de liste dans le département des Hauts-de-Seine, engagée auprès de Valérie Pécresse. Elle se prépare à cette élection depuis longtemps, elle y apporte des réponses précises pour qu'enfin on arrête de dilapider de l'argent dans tous les sens, qu'on se concentre sur les missions régaliennes de la région, des transports en commun rénovés où on se sentira en sécurité, des lycées rénovés où nos gamins seront à la sécurité aux abords, et un développement économique pour qu'on arrête de chasser les entreprises à chaque fois qui préfèrent aller dans d'autres pays que chez nous. Voilà les 3 priorités. Bah, écoutez, qu'est-ce que je vois ? Je vois que ça fait 17 ans que les socialistes gèrent cette région, qu'ils ont eu, eux, fait du clientélisme comme jamais, qu'ils ont continué à construire des logements sociaux, les socialistes, en Ile-de-France, notamment, je pense, en Seine-Saint-Denis, dans des villes où vous en avez déjà 70%. Ça s'appelle fabriquer des ghettos. Eh ben, ils sont aujourd'hui récusés et vous en arrivez à un niveau où le candidat socialiste Claude Barthelone, il est crédité du même score dans votre sondage, du sondage qui vient de sortir, que le Front National. Vous voyez, la seule alternative possible... Oui, alors on ne doit pas lire les mêmes sondages, parce que moi j'avais plusieurs sondages où il était crédité de 50% au 2e tour, comme Madame Pécresse d'ailleurs. Ça, c'est des sondages assez anciens. Depuis, les écarts se creusent et vous avez un sondage, je vous l'apprends. On ne va pas faire une guerre de chiffres, là. Hein. On ne va pas faire une guerre de chiffres. Enfin, je veux en région PACA. Un sondage qui peut peut-être vous plaire. C'est BVA pour Le Point, qui vient de sortir, je crois, aujourd'hui. 17 points en plus pour M. Hollande. Les Français, donc, le crédit d'une bonne gestion de la crise, des événements. Et aussi des bons points pour Nicolas Sarkozy, qui rassemble sa famille à droite. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Non, mais c'est légitime et logique. On avait déjà vu ça, malheureusement, au lendemain des attentats de Charlie, que le président de la République a une cote de confiance et de bonne opinion qui est incroyablement et historiquement basse. Je crois qu'il est arrivé au niveau le plus bas qu'un président de la Ve République a pu avoir, et un regain de mais là, il est arrivé au plus haut qu'il ait jamais connu. Oui, voilà, il partait de très très bas alors. Voilà, donc c'est assez légitime. Vous voyez, moi, les sondages, je veux bien commenter ça avec vous, Nadège Puljac, mais au fond, c'est pas ça qui m'importe. Et, pardon, je termine là-dessus. Ce qu'ils voudront, les gens, me semble-t-il, aux élections régionales, c'est d'avoir à la tête de la région des gens qui arrêtent de dilapider l'argent où on ne sait pas où ça va, et qui leur rendent. Qu'ils leur rendent dans des transports, dans des lycées et d'un développement économique, c'est-à-dire les 3 grandes compétences de la région, de qualité. Et ça, nous, on a des candidats de bon niveau, et Valérie Pécresse, notamment en Ile-de-France, est très préparée à cela. Au lendemain des régionales, on rentrera dans une nouvelle séquence, la présidentielle de 2017, me semble-t-il, les Français chercheront à la tête de l'État celui ou celle qui incarnera des solutions concrètes, crédibles, pour que l'économie aille mieux et surtout que la sécurité publique soit assurée. Pas dans des grands discours, mais dans des actes. Alors, avant de parler de 17, on va parler de ce qui se passe maintenant. On a bien eu l'impression, en vous écoutant depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, que quand même les Républicains sont très embêtés entre le devoir d'unité nationale et puis votre rôle d'opposant. Vous nous l'avez dit à plusieurs reprises, hein, ce qui était que votre rôle d'opposant. Alors, est-ce que vous pensez que les Républicains, et notamment le président des Républicains, M. Nicolas Sarkozy, vous avez bien placé le curseur entre ces 2 pôles? Tout le monde sait que ce n'est pas évident pour vous. Comment vous le ressentez? Bon, c'est très difficile. Hein, au lendemain d'attentats, le rôle d'opposant, c'est pas quelque chose que les gens attendent. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils attendent quoi? Ils attendent qu'on continue d'arrêter ceux qui ont commis ces attentats terroristes. Et ce n'est toujours pas le cas. Il reste des gens, on les poursuit jusqu'en Belgique. Donc il y a une peur. Et c'est l'exécutif, le gouvernement, qui est à la manœuvre sur ce sujet. Après... Peut-être d'ailleurs qu'on va arrêter de parler des sondages, mais peut-être que une partie de l'opinion publique française vous reproche un ton trop virulent. Mais c'est ce qui s'est passé, j'allais en venir. Par exemple, la semaine dernière à l'Assemblée nationale, la séance a été très houleuse et on a beaucoup dit, on a beaucoup entendu, on a beaucoup lu que c'était de la faute des députés républicains. Qu'est-ce qu'il en est? Vous êtes député républicain, qu'est-ce qui s'est passé à cette fameuse séance? Je ne crois pas avoir été pris une fois à crier dans l'hémicycle, je n'ai pas un mode de fonctionnement. Il y en a qui ont crié. Et vous avez à l'Assemblée nationale, je vous le dis, une quinzaine de députés à gauche et une quinzaine de députés à droite qui ont comme mode d'expression le hurlement. Régulièrement, et pas que dans ces moments-là. Le problème, c'est que quand on est dans ces moments-là, ce n'est plus étonnant, c'est pitoyable.
et on a été nombreux à le dire en direct. Bon, écoutez, voilà, depuis, le calme est revenu. Et moi, ce que j'attends de ma famille politique, et elle le fait, vous savez, le matin même, on avait eu Nicolas Sarkozy qui était venu à la réunion de groupe, devant les parlementaires. Il avait eu un discours très précis, très apaisé. Il nous avait dit, au démarrant de son intervention, il nous avait dit, concernant les régionales, ça, c'est pas le sujet, personne ne sait rien, on verra bien, que les Français nous regardaient tous, et que les Français, dans ces moments-là, ils regardaient les hommes politiques pour essayer de savoir qui était crédible pour apporter des réponses concrètes. Donc vous dites alors, discours apaisé de M. Sarkozy pendant la réunion de groupe. Alors qu'est-ce qui s'est passé l'après-midi? Il s'est passé que, je vous dis, il y a une dizaine de personnes qui, à gauche comme à droite, crient beaucoup. Il y en a, sans excuser cela, sans excuser leur comportement, qui étaient en colère. Quand vous êtes un député qui a... Ils ne sont pas en colère s'ils le sont en permanence. Qui était en colère. Quand vous êtes un député, ce qui n'est pas mon cas, qui a déposé une proposition de loi à de nombreuses reprises pour lutter efficacement contre le terrorisme, participer en tout cas, et qu'on vous moque, qu'on vous dit que c'est de la surenchère, qu'on vous dit que vous courez derrière le Front National, et que vous voyez le chef de l'État, le Premier ministre, arriver la bouche en cœur au lendemain de 130 morts, en reprenant exactement mot pour mot votre proposition, il y a de la colère. Tiens, à ce propos de terrorisme, l'ancien policier, chef de la police, M. Squarcini, a fait une... c'est l'ancien directeur du DSCRI, je crois. Il a fait une interview à Valeurs Actuelles cette semaine où il dit qu'il y a 2 ans, il était approché par les Syriens qui lui ont dit, voilà, on est prêt à vous donner des listes de terroristes, de Français qui viennent en Syrie, mais évidemment, en échange, il faut un petit peu de coopération avec nous. Et paraît-il que le gouvernement, le nôtre, aurait refusé. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? J'ai bien sûr lu ces informations. Et d'ailleurs, j'attends des explications très claires, parce qu'il y a 2 solutions. Soit Bernard Squarcini, qui était le patron du renseignement intérieur français, ce n'est pas n'importe qui à l'époque des faits, dit vrai. Ça veut dire que les autorités syriennes et les services de renseignement syriens ont proposé à la France une liste de Français engagés dans des activités terroristes et on l'aurait refusé. Si c'est ça, c'est d'une extrême gravité, ou bien c'est faux. Et il y a des poursuites qui doivent être engagées à l'endroit de M. Squarcini parce qu'on n'a pas le droit de dire des choses de cette nature. Donc moi j'attends du gouvernement et de Manuel Valls qui nous disent exactement la vérité et qui en tirent toutes les conséquences. Bon, alors on va parler maintenant des régionales. On en a parlé, on a vu qu'il y avait une incidence de ces événements sur les régionales, mais vous espérez quand même avoir beaucoup de régions? Écoutez, d'abord, toutes les régions sont gouvernées par la gauche. Et qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a un élan quand même dans énormément de régions aujourd'hui. Et je constate aussi, parce que je lis les sondages, que le Front National, notamment au nord et au sud de la France, est très élevé. Je pense que la seule alternative possible... Ils savent mieux parler aux couches populaires que vous? Je ne sais pas si ça veut dire que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens exaspérés et que le Front National sait bien ramener à lui les électeurs exaspérés. Maintenant, quand les électeurs attendent des réponses très concrètes et des changements sur un plan économique et sur un plan de la sécurité, je ne suis pas certain que ça soit la meilleure solution. Je pense que la seule alternative possible, c'est les Républicains. Et que ça marchera à une seule condition, c'est que nous proposions des solutions crédibles, pas des facilités. Et c'est ce que nous faisons dans de nombreuses régions. Et moi, je suis persuadé que Valérie Pécresse sera élue en Île-de-France. Je suis persuadé que Bruno Retailleau reprendra à la gauche la région des Pays de la Loire. Je suis persuadé qu'Hervé Morin reprendra la région Normandie. Dites-nous ceux sur qui vous avez des doutes. Tout le monde le voit bien. C'est dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et dans la région PACA que la situation est bien sûr très tendue. Mais je pense que sinon, les Républicains auront une large victoire à l'occasion de ces élections régionales. Après les régionales, qu'est-ce qui va se passer? Les primaires, dès que les régionales vont être terminées, vous allez tous vous mettre sur la primaire. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Écoutez, ça se passe bien. On s'est engagé dans cette affaire qui est nouvelle pour nous. La primaire, pourquoi? Parce que tout le monde comprend bien que nous ne pourrons pas avoir... Ça grince un petit peu des dents quand même, d'après ce qu'on a entendu. Ça grince toujours moins des dents que 2 candidats de la même famille. Sur l'organisation, par exemple, 10 000 bureaux de vote. C'est juste mon raisonnement, mais... Je rappelle que vous êtes chargé de l'organisation de cette primaire. Alors, où en êtes-vous? Alors, on n'en est que un. D'abord, pourquoi on a fait ça? Parce qu'on ne peut pas avoir 2 candidats de la droite et du centre, candidats au premier tour de la présidentielle. Tout le monde le comprend bien. Et donc, c'est le seul moyen. Alors, bien sûr, c'est nouveau pour nous. Bien sûr, ça crée plein de questionnements. Mais le parti est au travail. Oui, avant de venir à cette émission, j'étais encore avec l'ensemble des membres du comité d'organisation. On se réunit toutes les semaines. Nous donner des nouvelles toutes fraîches. Et on avance. Écoutez, la haute autorité est maintenant complétée. Elle s'est engagée sur un plan financier. Le parti politique Les Républicains fait un gros travail de restructuration et a dans son budget 2016 5 millions d'euros pour organiser cette primaire. Donc le financement de la primaire est bouclé. Et nous sommes en train de finir de boucler la nomination de responsables départementaux. Moi, j'ai lu des choses pas très sympathiques sur ce financement de la primaire, à savoir que chez les jupéistes,
communistes, on s'énerve beaucoup parce que eux, si j'ai bien compris, veulent une structure externe au parti pour le financement, et puis les sarkozystes ne veulent pas. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Moi, Il paraît que souvent, ça tire vraiment, il y a vraiment des gros tiraillements chez vous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on nous raconte des bêtises? Je pense que ça peut arriver qu'on vous raconte des bêtises, parce que sincèrement, ça se passe bien. Ça va aussi parce qu'on s'entend bien les uns les autres. Moi, je m'entends très bien avec Brice Hortefeux, avec Édouard Philippe, qui travaille avec Alain Juppé, et on se parle en franchise. Aujourd'hui, on s'est engagé dans cette affaire. On a listé les endroits où il y aurait des bureaux de vote. On a les structures juridiques qui sont précises. 10 000 bureaux de vote seront organisés. Et pour le financement? Pour les Français de l'étranger, ça se passera par un vote par Internet. Et pour le financement, moi, je veux saluer le travail de Daniel Fasquelle, qui est le trésorier des Républicains, puisque dans le budget 2016 du parti, il y a 5 millions qui ont été votés il y a 8 jours au Conseil, il y a 10-15 jours maintenant, au Conseil national des Républicains, dans notre budget, qui vont être externalisés pour la haute autorité. Et donc tout le monde est d'accord sur le sujet. Bien. Est-ce que vous avez réussi à rassurer les sarkozystes qui trouvaient que le nombre de bureaux de vote, les 10 000, était excessif et ingérable? Non, franchement, je lis ça aussi, mais je n'ai pas entendu ça chez Nicolas Sarkozy, chez personne. Donc on n'entend pas la même chose. Il y a des déclarations publiques. Non, il y a dans le sud de la France et dans l'Est, quelques maires, présidents de département qui considèrent qu'il y a trop de bureaux de vote dans l'Ouest et pas assez dans l'Est. Mais vous voyez, tout ça, c'est des détails, pardon, c'est presque odieux de parler de tout ça aujourd'hui. C'est vrai. Au fond, on est engagé dans cette logique de primaire. Tout le monde voit bien qu'on ne pourra pas faire autre chose que de la faire. Et vraiment, on y va et on organisera dans un an pile, le 20 novembre 2016, une large primaire qui permettra à toute personne qui se revendique des valeurs de la droite et du centre de venir voter, pas uniquement des adhérents de partis politiques. Dernière question. Et voilà, dernière question, vous soutenez toujours M. Bruno Le Maire? Écoutez, il faut être franc, moi je suis engagé auprès de Bruno, ça se passe très bien, et on est dans un comité d'organisation où Édouard Philippe soutient Alain Juppé, ou d'autres soutiennent Nicolas Sarkozy, on verra bien qui sera candidat à la fin. Et surtout, on soutiendra tous le vainqueur de la primaire. On suivra tout cela. Merci beaucoup, Merci Nadège. Merci Thierry Solère d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir à tous et à bientôt.